Parce qu'en fait, on s'aperçoit que si on ne maintient pas le lien avec le collaborateur, c'est plié, il ne reviendra jamais en fait. Vous avez besoin, quand vous êtes malade, d'avoir le sentiment d'appartenir à un groupe, de faire partie de l'entreprise. Si vous n'avez pas des signes d'amour, d'affection, « on pense à toi », tout à coup vous vous sentez isolé, exclu, ne faisant plus partie d'un groupe, et ça contribue à une descente aux enfers. Attraction et rétention des talents. Engagement au travail, productivité et efficacité des salariés. Bien-être des salariés. Le bien-être, c'est vague. De quoi parle-t-on? Émotionnel. Social. Physique. Financier, pardi. Bienvenue dans le podcast Les clés du bien-être de WTW, le podcast dédié à l'accompagnement santé, bien-être, prévention et équité. Dans un environnement professionnel où l'attraction et la rétention des talents sont les maîtres mots, construire et développer une politique bien-être semble incontournable. Que vous soyez DRH, manager, salarié, dirigeant d'entreprise ou encore partenaire social, nous avons conçu ce podcast pour vous offrir des perspectives inspirantes, des conseils pratiques et des histoires captivantes. Tout au long de cette série, notre experte sur le sujet chez WTW, Géraldine Guimarès, sera accompagnée d'invités exclusifs sur des thématiques précises du bien-être et de la qualité de vie au travail. Bonjour Marie-Pierre Gambi. Bonjour Géraldine. Vous êtes fondatrice de Caregiver Conseil et fondatrice du Serious Game qui nous amène aujourd'hui à échanger. Est-ce que je vous laisse vous présenter? Oui, écoutez, j'ai bientôt 60 ans. Je me suis lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat après avoir eu un cancer. Je me suis rendu compte que le retour en entreprise était un sujet particulièrement compliqué et pour le collaborateur fragilisé par la maladie et pour les collaborateurs de l'entreprise. Et après un DU à la Sorbonne et une expérience personnelle qui m'a appris énormément de choses, j'ai décidé de me mettre au service et des patients et des entreprises en développant ce Serious Game avec une société qui s'appelle SeesUp, avec qui nous sommes cofondateurs du jeu dont on va parler. On a notre petit rituel, petite question pour nos auditeurs et une mise en introduction de notre sujet. La question est la suivante: quel est le pourcentage des organisations qui disposent actuellement d'une politique spécifique sur le cancer? Eh bien, seulement 4%. Soutenir les salariés atteints de cancer est un défi humain et organisationnel pour l'organisation, à la fois pendant la maladie et lors du retour au travail. Certains salariés choisissent de continuer à travailler malgré les traitements. L'organisation doit-elle leur offrir un accompagnement personnalisé? C'est ce dont on va parler. Lorsque cela n'est pas possible, le retour au travail après un cancer nécessite une réintégration progressive, bienveillante, avec des ajustements à réaliser, ainsi que des actions pour déconstruire les préjugés et tabous. Un accompagnement réussi repose sur une démarche collaborative où chaque acteur contribue à favoriser une inclusion durable et respectueuse des besoins du salarié. C'est aujourd'hui ce dont on va parler, conscientiser le challenge que cela représente pour le collaborateur concerné et en profiter peut-être même pour donner quelques clés de succès. Je vais me permettre, Géraldine, de rajouter un point important. Oui. Une personne sur 3, 2 ans après l'annonce de son cancer, perd son travail. Voilà aussi ce qui m'a amené à développer ce jeu. Et vous parlez de la collaboration entreprise et personnes malades. C'est vraiment tout l'enjeu du Serious Game dont on va parler. Oui, bien sûr. Avant de rentrer justement dans ce détail-là, on commence toujours par cette fameuse question qui est, pour vous, quelle est la définition du bien-être ? Alors, vaste sujet. Très honnêtement, je crois qu'avant de tomber malade, je ne m'étais jamais posé la question. On est dans une espèce de vie infernale où on avance, voilà, il y a des stéréotypes, des choses établies, votre éducation, et tout ça fait que vous ne réfléchissez pas en fait. Vous avancez tête baissée. Et puis tout à coup, la vie s'arrête. Et là, vous prenez un peu le temps de la réflexion. Et puis, avec un peu de chance, vous vous faites accompagner. Et cette notion de bien-être vous apparaît comme indispensable finalement pour un équilibre personnel. Donc le bien-être, j'aurais tendance à dire, c'est l'alignement du corps, de la tête et de l'esprit. Donc faire en sorte que toutes nos valeurs soient alignées, qu'il n'y ait pas une petite voix intérieure qui vous dit « mais non, ce que tu dis là, tu ne le penses pas en fait au fond de toi. Ce que tu fais, ce n'est pas bon pour toi ». Donc voilà, c'est faire du sport, c'est dire les choses comme on les pense, mais sans jugement, être en capacité de dire non quand on en a envie, et puis finalement pas répondre à ce poids de l'éducation qui fait qu'on vous a dit alors il faut faire ci, il faut faire ça, ou le monde qui nous entoure qui est bourré de stéréotypes dans lesquels on s'inscrit tous. Donc voilà, donc je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, 5 ans après la maladie, je le mets en place. Finalement, cette notion de bien-être et d'alignement de mes valeurs, c'est vraiment quelque chose qui m'a changé. Alors, j'ai mis du temps, parce que c'est un exercice personnel qui est assez compliqué. Mais je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, l'équilibre est là. En tout cas, je fais tout pour l'atteindre. Oui. Et le jeu y contribue. Voilà.
Alors justement, sur ce jeu, alors vous avez parlé déjà de la genèse, donc on va peut-être pas revenir dessus si vous voulez peut-être en dire un mot. Mais en tout cas, dans ce Serious Game, c'est 10 étapes dont on va parler. Les 3 premières étapes concernent l'annonce de la maladie. Donc l'annonce de la maladie, effectivement, quand le collaborateur apprend qu'il est malade, c'est qui contacter après l'annonce et comment je l'annonce à un collègue. Absolument. En fait, ce jeu se découpe en 3 grandes parties. Il y a l'annonce, les traitements, le retour. Donc tout d'abord, il se passe en présentiel. C'est un sujet tellement sensible. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Non, mais il n'y a pas de problème. Donc c'est important de le rappeler. Pas plus de 10 personnes parce qu'à nouveau, voilà, ça peut aussi soulever des histoires personnelles. Et donc c'est quand même un jeu qui est assez impliquant et assez impactant. L'objectif de ce jeu, avant toute chose, c'était de mettre les personnes en situation réelle. C'est-à-dire que plutôt que de délivrer les messages sur des feuilles qu'on va vous lire, c'est de vous mettre en situation immersive pour vous permettre de vous mettre à la place du collaborateur, de comprendre sa réalité. Et du coup, en étant touché par sa réalité, parce que vous le verrez, la situation est assez impactante, évidemment, les réponses aux questions que vous vous posez vous-même, parce qu'en fait, ce sont les collaborateurs qui animent le jeu, font que, comme vous avez été touché par les mises en scène, les jeux de rôle qu'on vous a fait vivre, les réponses, vous allez les retenir. Vous n'allez pas avoir besoin d'apprendre par cœur un PPT ou un dossier qu'on va vous envoyer. Et ça va vous paraître évident. Et en fait, vous allez co-construire avec l'équipe, donc les 10 personnes ensemble. Il n'y a pas du tout d'équipe qui s'affronte. C'est tout le monde travaille ensemble. Les éléments de réponse en passant de la posture patient, enfin en tout cas salarié malade, à la posture entreprise. Et c'est ça qui est super intéressant. Donc l'annonce, c'est voilà, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un quand vous apprenez que vous avez un cancer. Et du coup, en quoi ça modifie la perception pour le collaborateur de cette personne qui a été atteinte d'un cancer. Donc quand vous vivez ça, vous dites ah oui, c'est sûr que quand elle va revenir, elle sera pas la même. Et pourquoi? Donc on fait vraiment réfléchir les gens ensemble sur quel est l'impact de la maladie sur la personne. Du coup, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour l'accompagner? Et ensuite, quand on avance dans le jeu, étape par étape, on donne, dans une échelle de temps, en fait, ces personnes qu'il faut rencontrer au fur et à mesure de l'avancée de la maladie. C'est-à-dire que rapidement, quand vous apprenez que vous êtes malade, il y a des choses à mettre en place. Mais autant vous dire que quand vous êtes dans la spirale infernale, d'une part de l'annonce et des traitements, vous avez autre chose à faire que de penser à « Ah oui, il faut que j'aille voir qui, en fait ?» Et du coup, ce jet est là pour vous rappeler à la personne qui a été malade, ou au collaborateur, ou au RH, ou à un ami, parce que vous êtes tous concernés par cette maladie aujourd'hui. On peut aller s'en servir de toute façon derrière. Dans la vie personnelle. Donc, c'est aussi l'intérêt de ce jeu, c'est de se dire, on délivre des outils pour l'entreprise, mais aussi pour l'individu, parce que demain, malheureusement, la société sera très impactée par ce cancer. Très bien. Les étapes qui suivent sont ensuite les difficultés du collaborateur qui pourraient être en mi-temps thérapeutique et les soulagements finalement envisagés peut-être pour la douleur des traitements avec le temps partiel thérapeutique et le traitement des soins et supports. Alors, les étapes qui suivent sont assez nombreuses. Donc déjà, je me permets juste de rajouter un élément sur le jeu. Donc il y a des moments qui sont un petit peu impactants, typiquement le moment de l'annonce. Et puis il y a des moments beaucoup plus ludiques, parce que l'idée, c'est pas aussi que les gens sortent de là en étant complètement angoissés et que ça reste un jeu, mais sérieux. C'est-à-dire que ce qu'on délivre est important. Donc vous comptez des points à chaque étape. Et là, dans cette partie des traitements, donc il y a plusieurs étapes. Il y a la gestion du planning, parce qu'à un moment donné, vous êtes malade, on va vous dire tel jour et tel jour, c'est chimio, c'est radiothérapie, c'est machin, c'est les soins. Donc vous allez retirer 2 jours dans votre agenda. Donc tout l'enjeu, c'est de dire comment ensemble, avec l'entreprise et le collaborateur, on met en place cette notion d'agenda qu'il faut aménager. Et là, on s'aperçoit qu'on les met en phase de 2 plannings qu'il va falloir regrouper, puisqu'il y a le planning de Paul qui est malade, et puis le planning de l'équipe de Paul. Et là, c'est assez intéressant de voir comment les gens déplacent les rendez-vous qui étaient prévus sur l'agenda de Paul. Donc ça, voilà, c'est un premier exercice. Ensuite, il y a l'autre exercice qui consiste à dire, à un moment donné, Paul va être tellement fatigué par ses traitements qu'avant ou pendant qu'il va faire des soins de support, il va finalement décider de s'arrêter. Et ça, c'est une étape cruciale dans le parcours du malade, c'est-à-dire comment l'entreprise maintient le lien avec son collaborateur. Il y a énormément de questions juridiques. Beaucoup de RH nous disent « oui, mais on n'a pas le droit ». Mais OK, on n'a pas le droit, mais comment on fait? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que si on ne maintient pas le lien avec le collaborateur, c'est plié, il ne reviendra jamais en fait. Vous avez besoin, quand vous êtes malade, d'avoir le sentiment d'appartenir à un groupe, de faire partie de l'entreprise. Si vous n'avez pas des signes d'amour, d'affection, « on pense à toi », tout à coup, vous vous sentez isolé, exclu, ne faisant plus partie d'un groupe. Et ça contribue à une descente aux enfers. En fait, c'est déjà très difficile de s'arrêter parce que vous êtes dans la culpabilité de vous dire « ah là là, il récupère mon job ». Et alors, si en plus de ça, personne pense à vous, je peux vous garantir que là, le retour sera particulièrement compliqué. Mais effectivement, c'est vrai que le maintien du lien est très cadré juridiquement.
Oui. Et d'ailleurs, le retour au travail l'est aussi. Très cadré Donc aussi, effectivement, absolument. il faut le maîtriser pour pouvoir imaginer comment... Mais il y a plein de choses est-ce qu'il possibles, soit- en fait. Et c'est tout l'objectif du jeu, c'est de Ouais. vous délivrer, en tout cas de vous faire réfléchir, parce que les collaborateurs peuvent aussi trouver des moyens de maintenir le lien tout seul. Mais ensuite, voilà, il se trouve que moi, à travers mon expérience personnelle, ce DU que j'ai pu faire, des stages que j'ai fait dans des entreprises aussi, qui accompagnent les entreprises sur le retour à l'emploi de personnes fragilisées par des maladies invalidantes et cancers, j'ai pu me nourrir aussi de plein de choses qui avaient été faites et qui servent le jeu et que l'on présente aux personnes une fois qu'elles ont apporté les éléments de réponse. L'idée, c'est vraiment, ce sont eux qui constituent les réponses, qui apportent les réponses, et nous, avec notre expérience, on vient enrichir les réponses. 2 étapes sur le challenge du succès de la reprise au travail. Le lien était maintenu, on va dire, ou même s'il n'a pas été, il y a reprise du travail. Comment est-ce qu'on tient compte des séquelles qui restent dans le temps, parfois, souvent, enfin même j'allais dire très souvent, plusieurs années. Voire très longtemps, absolument. Exactement. Et donc là, on a le sujet de la reprise du travail et des séquelles. Alors, il y a 2 sujets. Il y a en effet la reprise, comment on va la mettre en place. Donc ça aussi, c'est un énorme sujet qui se prépare très en amont avec le collaborateur. Et puis, il y a le retour, le jour J où vous revenez, comment ça se passe. Parce que là aussi, il peut y avoir beaucoup de maladresse. Et enfin, le fait que quand vous arrivez, les gens se disent « Ah ça y est, elle est là, elle va bien en fait. » Et la vie reprend. Parce que tout le monde a envie de vous remettre dans la vie. Sauf que vous êtes très impacté par les traitements, très souvent. Quand vous faites un AVC, vous êtes impacté par des effets secondaires. Quand vous avez du diabète, vous êtes aussi... Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Mais en fait, extérieurement, ça ne se voit pas. Donc, la vraie difficulté, c'est comment on arrive à exprimer ces handicaps invisibles qui, finalement, vous pourrissent la vie au quotidien. Enfin, franchement, moi, je l'ai vécu. J'étais en mi-temps thérapeutique, ce qui, sur le papier, semblait très bien. Mais je me rendais pas compte que j'avais plus de cerveau, plus de jus, que je cherchais mes mots, que j'allais bafouiller, j'arrive plus à écrire. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui ne se voient pas. Et quand vous êtes en pleine visioconférence et que vous cherchez vos mots, mais c'est catastrophique, c'est hyper humiliant. Et l'autre, il comprend pas pourquoi vous cherchez vos mots, alors que pendant des années, vous avez jamais cherché vos mots. Enfin voilà, donc ce qui est intéressant aussi, c'est que là, dans ce jeu, on met les gens en situation réelle, on leur fait simuler une réunion. Et ils ont chacun des éléments en main qui leur permettent de comprendre ces notions de handicap. Un casque anti-bruit quand on a des problèmes de surdité, un stylo qui pèse très lourd parce que quand on n'arrive pas à écrire, qu'est-ce qui se passe en fait? La difficulté de l'écriture fait que vous vous sentez isolé, vous n'êtes pas concentré ou vous êtes concentré sur ce que vous allez essayer d'écrire et du coup vous perdez le fil de la réunion, vous vous sentez isolé par rapport à tout le monde. Enfin, et vraiment, l'objectif de ce jeu, c'est de mettre les personnes dans la situation du collaborateur pour qu'elles se disent « Ah oui, j'avais pas compris en fait qu'il y avait des effets secondaires et qu'en effet, il faut que je le sache et il faut que j'en tienne compte pour pouvoir l'accompagner au mieux dans son retour et m'assurer que quand il est là et à la fin de la réunion, je lui dise « Ça s'est bien passé pour toi ?» Voilà, l'idée, c'est pas de poser des questions devant tout le monde parce que ça peut être très compliqué, mais c'est juste de s'assurer qu'il va bien. Et alors, ce dernier élément, en fait, on se dit « Il faut accompagner le collaborateur du moment de l'annonce jusqu'à son retour ». Trouver un mentor dans l'entreprise, c'est magnifique. C'est-à-dire que ça ne peut pas être le RH, ça ne peut pas être le manager. Si vous avez quelqu'un qui peut être l'oreille attentive de ce collaborateur, franchement, je peux vous garantir que le retour sera davantage un succès, en fait. Des parrains, et d'autant plus, Exactement. Ce qu'on conseille, c'est d'avoir un parrain qui est aussi passé par là, parce qu'il sait justement toutes les épreuves et tout ce qu'il va falloir traverser et peut l'accompagner et un petit peu anticiper peut-être les épreuves à venir. C'est ça. Et alors, pour la dernière étape, c'est justement, une fois qu'on est revenu, qu'on a pris conscience de ces séquelles, etc., c'est comment on s'assure finalement de la sécurisation de l'emploi du collaborateur, notamment avec le chiffre que vous aviez dit tout à l'heure, avec la perte de l'emploi dans les mois, peut-être années, mais même les mois simplement, du retour au travail. Et ça, ce retour en emploi et cette sécurité de l'emploi, comme vous le dites, ça passe par cet accompagnement et ce suivi extrêmement régulier du collaborateur. Et sachant que là aussi, dans ce qu'on délivre dans le jeu, on apprend à l'équipe qu'il est possible de changer de vie. C'est-à-dire qu'au sein d'une même entreprise, on peut tout à fait faire autre chose. Il y a moyen de refaire des formations, il y a moyen de changer d'orientation au sein de l'entreprise. En fait, quand on est malade, personne ne le sait, on développe énormément de compétences. Et nous-mêmes, très honnêtement, moi, si je n'avais pas fait la Sorbonne, je ne l'aurais jamais su, en fait. Parce que personne ne vous éclaire sur qu'est-ce que vous avez appris. Vous vous êtes mis au service de la maladie pendant 1 an. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas rien fait. Donc, les gens, ils disent « Ah ouais, elle n'était pas là pendant 1 an. » Oui, mais... Alors, quelles compétences, si on donne juste
Une ou deux compétences, par Franchement, exemple? la résilience, l'empathie, la force, la combativité, le sens de l'arbitrage. Enfin, franchement, moi, aujourd'hui, vous ne me ferez plus jamais faire un truc que j'ai pas envie de faire. C'est terminé. Avant, je disais oui à tout. J'étais commerciale. Il fallait que je réponde aux besoins de mes clients. J'acceptais tout. Je me mettais dans une situation de stress insupportable. Mais ça, c'est fini. Enfin, je veux dire, mon corps réagit et me dit, mais il en est hors de question, en fait. Et ça, pour une entreprise, mais c'est magique. Avoir le sens de l'arbitrage et être en capacité de dire, écoute, ça, c'est pas prioritaire, ça l'est. Concentre-toi là-dessus plutôt que de te faire complètement déborder par une situation et d'aller voir quelqu'un qui va exploser en vol parce qu'il aura trop de choses à faire, parce qu'il n'aura pas su prendre le recul nécessaire pour dire, OK, concentre-toi là-dessus et gère ça dans un temps 2. Franchement, pour une entreprise, c'est magique. Mais si personne vous en parle et si l'entreprise n'en a pas conscience, vous pouvez passer à côté de choses absolument magnifiques. Et donc, ces collaborateurs, ils ont le droit de changer d'orientation, mais ils ne le savent pas forcément. Donc, il y a des grosses entreprises qui peuvent le permettre, mais après, il y a aussi des choses qui peuvent se mettre en place et puis qui peuvent faire qu'à un moment donné, vous allez décider de partir. Mais vous l'aurez fait en accord avec l'entreprise et selon un schéma d'accompagnement qui sera mis en place sereinement et qui va vous permettre de trouver la bonne voie. Et pardon, je me permets de rajouter quelque chose. En fait, il y a beaucoup de choses qui existent sur l'accompagnement des malades et ce que je trouve vraiment injuste, bon, d'abord, c'est de perdre son job après son cancer. Hein, c'est un peu double peine quand même. Déjà, le cancer, vous ne l'avez pas demandé, et alors perdre le job, encore moins. Mais vraiment, il y a beaucoup d'associations qui vous disent « Ok, alors on va t'accompagner, on va faire un bilan de compétences et tu peux changer de vie. » Mais franchement, est-ce que ces personnes se mettent à la place des personnes malades ? Vous avez été malade. Oui, vous de avez... se lancer dans une nouvelle aventure comme ça, d'un bien de franchement, mais vous compétences et n'avez de pas changer de vie. l'énergie. C'est un stress énorme. Se remettre en question, changer de job, postuler à des annonces, passer des entretiens, avoir une période d'essai de 3 mois. Mais franchement, au secours, c'est terrible de faire subir ça à quelqu'un qui a été malade. Je crois que personne ne se rend compte de la charge de stress qu'on subit quand on est malade. Déjà, on passe à 2 doigts de la mort. Donc déjà, quand vous échappez à ça, allez vous mettre en danger en changeant de job. Mais franchement, qui a envie de faire ça ? Déjà, aujourd'hui, peu de gens le font parce que personnellement, on est quand même en train de se dire, est-ce que je prends pas un risque ? Est-ce que je vais garder mon salaire ? Et est-ce que je vais pas mettre en péril mon emprunt ? Alors, quand vous avez été malade, sincèrement, on a autre chose à faire. Donc, je crois que le rôle de l'entreprise, c'est d'être en capacité d'accompagner ce collaborateur. En conclusion, peut-être quand on sait qu'il y a un collaborateur sur 2 qui n'annonce pas sa maladie, son cancer à son employeur, on peut se dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur un peu, j'allais dire, démystifier, en tout cas enlever ce tabou qu'il y a grâce notamment à ce Serious Game, qui me paraît être une excellente peut-être première étape pour commencer à en parler au sein de l'organisation et puis valoriser peut-être les programmes qui sont déjà mis en place, s'il y a déjà de l'adaptation du temps de travail, s'il y a déjà des services, du coaching, du deuxième avis médical, enfin, tout un tas, on ne va pas faire là la liste de tous les programmes qui peuvent être mis en place pour accompagner les collaborateurs. Mais est-ce que vous auriez un dernier mot de conclusion sur ça ? Alors oui, je crois que l'objectif finalement de ce jeu est double. C'est en effet libérer la parole. Enfin, moi, j'ai été interviewée par une journaliste qui n'a pas osé parler de son cancer. Et je me dis, mais c'est pas possible en fait. Comment dans le monde d'aujourd'hui, on peut vivre avec un cancer, des traitements et faire semblant ? Enfin, je veux dire, c'est pas une maladie honteuse. Vous n'allez pas le donner à quelqu'un en fait. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à libérer la parole et faire en sorte que les gens expriment leur pathologie et soient en capacité de se traiter sereinement et de garder leur boulot. Et l'autre objectif, en effet, c'est changer le regard sur ces personnes et permettre à l'entreprise de se dire « Ok, il y a vraiment un enjeu derrière, il y a moyen de travailler ensemble sur ce retour pour qu'il soit gagnant et qu'on mette au service de l'entreprise les points positifs qui ont été développés pendant cette maladie. » Et du coup, ça, c'est une vraie fierté d'appartenance, d'une part pour les collaborateurs qui entourent cette personne malade. Et franchement, enfin, je trouve qu'en termes de réussite et d'impact social, c'est fabuleux. Au-delà de l'impact financier, parce que évidemment, vous perdez un collaborateur, vous le licenciez, vous le remplacez, ça coûte de l'argent. Mais là, on est bien au-delà de ça. C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est une mission. Et c'est un engagement de l'entreprise qui peut derrière avoir un impact sur les collaborateurs et puis sur les collaborateurs que vous allez recruter demain. Merci Marie-Pierre. Merci 1000 fois Géraldine. Merci pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré. Ensemble, continuons d'en parler pour cultiver le bien-être et la prévention. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.wtwco.com. Nous serons ravis de vous accompagner.